Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je partage avec vous les questions les plus utiles que j'ai rencontrées lors de mes derniers entretiens. Pour certains, nous verrons aussi des exemples pratiques pour mieux les comprendre et savoir y répondre. Question numéro 1. Quelle fonctionnalité de Spring Boot n'est pas activée par défaut lorsqu'une application est annotée par @Spring Boot application? L'autoconfiguration, tâches planifiées, injection de dépendances, analyse des composants. Pour cela, j'ai créé un petit projet Spring Boot et on va le voir ensemble. Du coup, ici, on a le petit projet Spring Boot, une main tout simplement qui affiche This is main application et on a une méthode tick annotée par @scheduled qui s'exécute chaque 2 secondes. Du coup, on va essayer de lancer notre application et on va voir est-ce que cette méthode sera exécutée automatiquement et la réponse est non parce que on n'affiche rien, tick scheduling actif ne s'affiche pas. Et du coup, pour afficher cela ou pour activer le scheduler, les tasks, il faut juste rajouter une annotation Enable Scheduling. Et du coup, avec cette annotation-là, qui n'est pas activée par défaut, permet d'exécuter ce job-là qui va être exécuté chaque 2 secondes et comme on peut voir dans le console. Du coup, la bonne réponse ici, c'est les tâches planifiées. Question numéro 2. On veut créer un composant Spring pour gérer globalement les exceptions de l'application et renvoyer des réponses génériques à l'utilisateur. Quelle annotation faut-il utiliser à la place de @xxx? C'est ici. Commençons l'analyse. Public class global exception handler. Du coup, pour moi, je vois le mot handler, donc ça veut dire directement un intercepteur qui va intercepter certains types d'exceptions et rendre une réponse customisée ou personnalisée. Du coup, là, on a response body, exception handler, le type d'exception qu'on va intercepter et response statut HTTP not found. Et là, on a not found, c'est une méthode qui prend paramètres HTTP servlet request et exception. Et aussi pour celle-là, j'ai créé un petit projet pour vous faire une petite démonstration. Du coup, on a un Spring Boot application ou Spring Boot projet avec une main et puis on a un contrôleur qui sera appelé via l'URL localhost 8080 user/id path variable. If l'id est différent de 1, on va trouver cette exception, sinon on va retourner cet objet-là. Et du coup, ça, c'est l'exception qu'on a définie, elle extend runtime exception. Et puis, c'est ce qu'il faut mettre. Si on revient vers notre PowerPoint, et du coup, on a public class global exception handler. Et ici, on va mettre, du coup, c'est un get. Et le moment où on va lancer notre appel, on va avoir notre exception ou notre objet personnalisable qu'on a mis ici. C'est un type de record qui prend paramètres ou des attributs, statut, erreur et le path. Imaginons qu'on enlève celle-là pour mieux comprendre le bon fonctionnement de cette classe-là ou ce mécanisme-là d'intercepter certains types d'exceptions. On va relancer notre application et on va faire notre appel et du coup, on va avoir un message générique et pas personnalisé comme on a vu tout à l'heure. Question numéro 3. On a une classe Vault Configuration qui extend XXX. À première vue, du coup, on a XXX, il doit avoir la méthode Vault Endpoint en abstract et où elle est bien définie, mais on est en train de l'overrider. Et on a aussi Client Authentication qui est définie aussi dans la classe XXX. Et du coup, quelle est la classe parent doit-on écrire à la place de XXX? Spring Vault Configure, Abstract Vault Configuration, Auto Configure Vault Configuration, Vault Configuration. Et la réponse est Abstract Vault Configuration. Pour Spring Vault, elle n'existe même pas. Vault Configuration, c'est le nom de notre classe, donc Vault Configuration. Et puis, on a Auto-configure Vault Configuration, elle n'existe pas. Tout simplement, ce n'est pas une classe fournie par Spring Vault. La bonne réponse est Abstract Vault Configuration. Vault Configuration et là Abstract Vault Configuration et ici on rentre dedans, logiquement on a la méthode redéfinie ici, c'est pas celle-là, c'est Vault Endpoint et elle est bien définie ici Abstract et on doit la redéfinir dans la classe qui extend cette classe-là. On continue avec la question numéro 4. On veut définir une fonction Spring et l'exécuter sur une plateforme serverless AWS, Lambda, Azure, etc.
Du coup, là, on a Spring Boot Application, bien noté par @Spring Boot Application. La classe, elle s'appelle Function Servless. Et puis, on a la méthode main. Et on a défini un bin ici. Quelle annotation ou classe doit remplacer XXX? Et du coup, ici, bah, tout simplement, c'est le même nom de la classe ici, Function Servless.class. La question numéro 5. Quelle commande utiliser pour lancer un shell interactif batch dans un conteneur déjà en cours d'exécution nommé myContainer? La réponse est docker exec -it mycontainer bin batch, docker run it mycontainer bin batch, docker exec -d mycontainer de interactif bin batch ou docker ssh mycontainer. On parle de la première, docker exec it mycontainer bin batch. Bah, exec permet d'exécuter une commande dans un conteneur déjà en cours d'exécution. Ça répond à notre question. Et du coup, la bonne réponse est docker exec it mycontainer bin batch. Et ces réponses-là sont fausses. La question numéro 6. On a besoin de l'image NGINX avec le tag latest dans notre Docker local et on veut la récupérer depuis un dépôt public. On utilise docker get nginx latest, docker pull nginx latest, docker download nginx latest ou docker push nginx latest. Et du coup, tout simplement, on a le mot pull. C'est ce qu'on utilise dans Git, tout simplement. C'est pour récupérer les derniers modifs dans une branche. Donc, pour moi, la réponse est pull. Bah, elle n'existe pas dans download. Et le get aussi, il n'existe pas. Et du coup, on a pull ou push. Pour moi, push, c'est pour récupérer, pardon, c'est l'inverse, c'est de pusher une image dans un container et pull, c'est de récupérer une image. Et du coup, la bonne réponse est docker pull nginx latest. La question numéro 7. Quel est le rôle de l'instruction expose dans un Dockerfile? Soit elle autorise l'accès aux métadonnées du conteneur, ou elle documente le port que le conteneur doit écouter mais le publier seulement si -p est utilisé, indiquer au démon Docker de router tout le trafic du conteneur ou documenter le partage des volumes avec -v, dire que expose n'existe pas. Bah, pour commencer, l'instruction expose sert uniquement à documenter dans l'image Docker quel port le conteneur est censé écouter et elle ne publie pas réellement le port. La réponse est documenter le port que le conteneur doit écouter, mais le publier seulement si -p est utilisé. Passons à la question numéro 8. Y a-t-il des différences entre les instructions cmd et entry-point dans un Dockerfile? Entry-point permet de spécifier le répertoire par défaut. Entry-point doit toujours être utilisé avec cmd. Il n'y a pas de différence, ce sont des alias différentes. cmd définit une commande par défaut remplaçable, alors que entry-point définit une commande fixe dont les arguments sont toujours exécutés. Du coup, entry-point permet de spécifier le répertoire par défaut. Je pense que la commande qui fait ça, c'est mkdir. Mkdir. Entry-point doit toujours être utilisé avec cmd? Non. Non, pas du tout. Et il n'y a pas de différence, ça c'est faux. Et du coup, bah, ce sont deux commandes différentes. Et du coup, il nous reste la dernière. CMD définit une commande par défaut remplaçable, alors que entry-point définit une commande fixe dont les arguments sont toujours exécutés. La question numéro 9. Quelle commande utiliser pour supprimer toutes les images non utilisées de votre hôte Docker et ainsi récupérer de l'espace disque? Docker image prune, Docker image rm al inused, Docker rmi al inused, Docker system flash image. La bonne réponse est simplement Docker image prune. Docker image rm al inused, elle n'existe pas. Docker rmi al sert à supprimer, RMI sert à supprimer une image spécifique, pas faire un nettoyage global, et du coup ça c'est faux. Et Docker System Flash Image, cette commande, elle n'existe pas. La question numéro 10. On veut lister les ports publiés par un conteneur afin d'investiguer un problème. Quelle commande utiliser? Docker Network, Docker List Port, Docker Port, Docker PS.
Bah, pour moi, la bonne réponse, c'est Docker PS ou Docker port. Et puis, on doit rajouter, je pense, un paramètre qui doit être le nom de notre container. Et du coup, Docker Network sert à gérer les réseaux Docker, pas directement à lister les ports publiés. Et Docker list port, cette commande, elle n'existe pas. Et du coup, si on veut afficher la liste des ports publiés par un conteneur, soit on utilise Docker PS ou Docker port en rajoutant le paramètre, le nom de notre conteneur. La question numéro 11, on veut sélectionner uniquement le ou les produits ayant la plus grande quantité disponible available stock. On doit n'afficher que les colonnes Product ID, Name, Available Stock. Et du coup, ici, on voit bien la relation entre les objets qu'on a, les tables qu'on a dans la base de données, Product Category, Customer, Product, Order Product et Purchase Order. Donc comme on peut voir ici, c'est un schéma des tables dans une base de données. Ça traite un peu le e-commerce. Du coup, on a un produit qui appartient à une catégorie. Le moment où le client passe une commande, elle va être enregistrée dans la table Order. Mais du coup, on a le produit ID, Product Category ID, Name, Description, Price, Available Stock. On va récupérer la liste des produits et on va filtrer sur le max entre ces produits-là qui ont la plus grande valeur dans Available Stock. Pour cela, j'ai créé une petite base de données avec les tables mentionnées dans la question. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Ça, c'est la table Product qui contient les colonnes Product ID, Product Category ID, Name, Description, Price, Available Stock. J'ai mis que deux produits pour le test. Le premier produit Product, deuxième produit Product 2. La description, ça ne nous intéresse pas. Le price aussi. Par contre, le available stock, donc on a dans le produit 1, 15, le produit 2, 20. Et du coup, on va essayer de récupérer la plus grande valeur entre ces deux-là. Et on récupère les attributs qu'on nous a demandé dans la question Product ID, Name, Available Stock. Où on va chercher les mêmes colonnes qu'on nous a demandé dans la question Product ID, Name, Available Stock. Product ID, Name, Available Stock. From Test Product, where Available Stock égale Select Max Available Stock on Product. Et on va l'exécuter. On a une erreur ici. Je pense que le nom de la base de données il n'est pas mentionné. On va essayer de le relancer. Oui, et c'est bien ça. Du coup, on a récupéré bien le Product 2. Si on revoit le produit 2, effectivement, il a le plus grand stock. La question numéro 13. Que nous pouvons faire avec Java Reflection, Java Long Reflect. Contourner les contrôles de sécurité de la JVM, modifier le code source d'une classe, augmenter les performances, accéder aux champs privés d'une classe et les modifier pendant l'exécution. De ce dernier temps-là, on travaille avec les bonnes pratiques, avec le clean code, avec le respect des bonnes pratiques. Du coup, on n'utilise plus celle-là. Je l'ai vu qu'une seule fois dans un grand projet. Il a été développé en 2012, si je me rappelle bien. Les bonnes pratiques, elles n'étaient pas trop respectées. Je l'ai utilisé pour accéder aux champs privés d'une classe et les modifier pendant l'exécution. Donc, ces trois réponses-là sont fausses. Si on essaie un peu de discuter les trois réponses, elle n'augmente pas les performances. Elle est déconseillée. C'est pas bon d'utiliser le Java Reflection. Modifier le code source d'une classe, non. Contourner les contrôles de sécurité de la JVM non plus. La question numéro 14. Quelles sont les différences et les points communs entre les interfaces et les classes? Les interfaces peuvent avoir des variables membres, pas les classes abstraites. Les classes abstraites peuvent être instanciées directement. Les interfaces peuvent être instanciées directement. Dans une classe abstraite, on doit utiliser default pour implémenter une méthode. On écrit des méthodes concrètes normalement sans default. Les classes abstraites peuvent avoir des variables membres alors que les interfaces ne le peuvent pas. Il est possible d'implémenter des méthodes dans des interfaces, mais le mot-clé default est obligatoire. Pour discuter un peu les réponses, les interfaces peuvent avoir des variables membres, pas les classes abstraites. Ça, c'est faux. Les classes abstraites peuvent avoir des champs tout type avec état. Les interfaces ne peuvent avoir que des constants publics statiques finales. Pas de champ d'instance, ça c'est faux. Les classes abstraites peuvent être instanciées directement, ça c'est faux, on ne peut pas instancier une classe abstraite. Les interfaces peuvent être instanciées directement, ça c'est faux. Une interface ne s'instancie pas, on implémente l'interface dans une classe.
Ça, c'est faux aussi. Et puis, dans une classe abstraite, on doit utiliser default pour implémenter une méthode. Ça, c'est faux aussi. Parce que le mot-clé default n'existe que pour les interfaces. Dans une classe abstraite au nombre, on écrit des méthodes concrètes normalement sans default. Et puis, on a les classes abstraites peuvent avoir des variables membres alors que les interfaces ne le peuvent pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et il est possible d'implémenter des méthodes dans des interfaces, mais le mot-clé default est obligatoire. Ça, c'est vrai aussi. Depuis Java 8, les interfaces elles peuvent fournir des méthodes d'instance avec une implémentation marquée default et des méthodes statiques aussi. La question numéro 15. Les méthodes définies avec le mot-clé default peuvent être overridées. Oui, elles peuvent l'être. Non, le mot-clé default empêche cela. Cela dépend si la méthode est dans une classe abstraite ou non. Du coup, tout simplement, oui, elles peuvent l'être. Les méthodes default d'une interface sont des méthodes avec une implémentation que les classes peuvent surcharger ou overrider, tout comme un sous-type d'interface peut fournir un nouveau default. Dans cette vidéo, on va s'arrêter là et on aura d'autres questions dans mes prochaines vidéos. Et merci beaucoup.